Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, je souhaitais commencer cette émission par un hommage à Mike Connors, qui vient de nous quitter. De son vrai nom, Krikor Ohanian, il était né à Fresno, en Californie, le 15 août 1925. Marié, père de 2 enfants, il était aussi le cousin de Charles Aznavour. Corentin, tu peux laisser la musique en fond sonore. Héros de la série télévisée Manix, dont on entend la musique du générique composé par Lalo Schifrin. Il est décédé ce 26 janvier d'une leucémie à l'âge de 91 ans. On ne le sait pas, mais aux États-Unis, Mike Connors était l'un des pionniers de la défense de la cause arménienne. De cause arménienne, il sera question dans cette émission, une émission en effet consacrée à la décision du Conseil constitutionnel qui déclare en date du 26 janvier 2017, non conforme à la Constitution, les dispositions du texte de la loi Égalité et Citoyenneté qui avait décidé d'incriminer la négation et la banalisation de tous les génocides et crimes contre l'humanité dès lors qu'ils étaient reconnus par une juridiction ou, pour les plus anciens, reconnus par les historiens dans la mesure où elles inciteraient à la haine et à la violence. Cette disposition avait été insérée dans la loi Égalité et Citoyenneté alors qu'elle ne figurait pas dans le texte d'origine parce qu'elle correspondait à la promesse de campagne de François Hollande en 2012. Le Conseil constitutionnel estime donc que cette disposition risque de porter atteinte à la liberté d'expression et qu'au demeurant, elle ferait double emploi puisqu'elle implique la provocation à la haine et à la violence qui est déjà réprimée par la loi. Ainsi, la négation et la banalisation de génocide ne sont réprimées que pour les victimes de la Shoah, alors que c'était dans un texte sur l'égalité qu'elle avait été adoptée. Ni Nicolas Sarkozy avec la loi Boyer, ni François Hollande, qui s'étaient engagés dans le même sens, n'auront au final été écoutés par le Conseil constitutionnel, qui est aujourd'hui, je le rappelle, présidé par Monsieur Laurent Fabius. Alors tout de suite, nous allons prendre en duplex le président du CCF Sud, c'est Monsieur Simon Azilazian. Simon Azilazian, bonjour. Bonjour. Alors Simon, une première réaction, celle, vous représentez donc l'homme, on va dire, de la cause arménienne sur Marseille et dans tout le sud de la France. Alors quelle réaction vous avez suite à cette décision du Conseil constitutionnel ? Une énorme déception puisqu'on s'est battu depuis plusieurs années, pratiquement une décennie, pour essayer de pénaliser la négation des crimes de génocide, et en particulier du génocide des Arméniens, bien sûr. Et on ne s'attendait pas vraiment à cette disposition de la part du Conseil constitutionnel, qui est allée au-delà même de la volonté des hommes politiques du Sénat comme du Parlement, de l'Assemblée nationale, puisqu'ils n'ont même pas été saisis par la question relative au génocide. Ils ont été saisis sur tout un tas d'autres questions, mais pas sur celle-là, donc ils se sont auto-décidés, auto-saisis et auto-proclamés contre cette disposition de la loi Égalité et Citoyenneté. Donc c'est tout bonnement scandaleux. C'est un déni de démocratie puisque, en réalité, le projet de loi émane de la part du gouvernement. D'autre part, les deux assemblées, la Haute Assemblée et l'Assemblée nationale, se sont proclamées favorables à ces dispositions particulières de façon incontestable. Et aujourd'hui, on nous oppose la saisine du Conseil constitutionnel, je sais comme ça que ça s'appelle, par une soixantaine de députés et autant de sénateurs, à la majorité du Sénat et du Parlement,
c'est-à-dire en gros on nous oppose une centaine de députés et sénateurs face à quasiment un millier de députés et sénateurs qui siègent dans les deux assemblées. Donc c'est déjà injuste. Et la deuxième chose que je dois dire, c'est que le Conseil constitutionnel, qui est composé de 9 membres, se considère aujourd'hui véritablement arbitre d'une décision qui au fond ne lui appartient pas. Parce que je sache, nous sommes toujours dans une démocratie. La démocratie, c'est la voix du peuple. La voix du peuple est représentée à la fois par le président de la République et le gouvernement qui ont porté cette loi, et en même temps les députés et les sénateurs qui sont des élus de la République et les citoyens qui vont aux urnes désignent leurs représentants. Et face à ça, on nous oppose un petit groupuscule de personnes dont la plupart ne siègent pas d'ailleurs. Je vous rappelle que de fait, les anciens présidents de la République, que sont Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, sont de droit membres du Conseil constitutionnel. Et ce sont des personnes qu'on ne voit quasiment jamais. Et pour ne rien vous cacher, M. Sarkozy est démissionnaire et M. Chirac n'y va plus pour des raisons de santé. Donc vous voyez un petit peu le contexte qui est très ambigu, et on confie des lois aussi importantes et des lois qu'on doit remettre aussi dans le contexte, qui est un contexte extrêmement tendu, qui est un contexte de guerre et dans lequel on doit faire passer des messages très forts pour justement que ces choses qui se sont produites au début du siècle dernier ne se reproduisent plus. Eh bien non, on rentre dans une espèce de discussion juridique de salon qui nous amène à des impasses comme celle-là. Donc évidemment, je suis furieux, je suis déçu, je suis pas abattu, parce que cela va nous permettre de rebondir sur peut-être un sujet qu'on aurait dû prendre à bras le corps dès le départ, c'est-à-dire qu'à partir de 2 oppositions formelles du Conseil constitutionnel et compte tenu de la façon dont ces oppositions se sont déclarées, il aurait fallu peut-être qu'on réfléchisse à comment contourner cet obstacle du Conseil constitutionnel. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus. Alors j'ai malgré tout un devoir de réserve parce que justement président d'une structure qui est organisée au niveau national et que donc tant que la discussion n'est pas terminée à l'intérieur même de cette structure, je me dois de garder un petit peu ce fameux devoir de réserve. Mais pour autant, je peux vous dire que la cible pour moi, c'est le Conseil constitutionnel et rien d'autre. Parce que, effectivement, le président de la République a fait des promesses de campagne. Ces promesses de campagne se sont traduites par l'investissement de tout l'appareil exécutif pour amener les 2 assemblées vers le vote d'une loi. Cette loi a été validée, cette loi a été discutée. Des spécialistes constitutionnels se sont penchés depuis des années sur la question de la manière de rédiger. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que la virgule est placée au bon endroit, etc., etc. Pour arriver à un texte qui, d'un point de vue purement technique, je dirais, puisque j'ai consulté des spécialistes là-dessus, est parfait. Il n'y a aucune discussion. Oui. Et sur une sorte de saute d'humeur, eh bien, on met tout ça au panier par la volonté d'un groupe de personnes très contestable. Alors justement, Simon, vous serez sans doute au dîner du CCF, qui va se dérouler donc à l'hôtel des collectionneurs là prochainement, avec comme invité d'honneur le président de la République. Alors qu'est-ce que vous attendez cette fois de François Hollande, invité d'honneur du dîner du CCF? Alors très clairement, je n'attends rien de François Hollande comme je n'attends rien du gouvernement actuel, comme nous avons été trompés par les gouvernements précédents et les présidents précédents. Ce que j'attends par contre, et ça je peux dévoiler un début d'idée, ce que j'attends par contre, c'est des futurs présidents et des futurs élus de la République de s'engager sur un chemin qui serait donc un chemin de conformité à la Constitution, mais dans son esprit initial, parce que je vous rappelle quand même que cette Constitution qui a été
conçue et mise en place par le général de Gaulle, a fait son chemin, a vécu pendant un certain temps, et y compris avec un Conseil constitutionnel qui n'avait pas les pouvoirs et les prérogatives qu'il a aujourd'hui. Donc pour moi, ce qui est clair, c'est que l'engagement que les futurs élus ou futurs présidents de la République vont prendre devra être conforme à cette idée que aujourd'hui, le Conseil constitutionnel tel qu'il est prévu, tel qu'il est organisé, tel qu'il est structuré et tel qu'il est utilisé, est un outil malheureusement déviant de la démocratie, et on s'éloigne petit à petit de ce qui est de la volonté du peuple. Je parle en des termes un peu populaires, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut le dire. Et la volonté du peuple, qui est donc l'essence même de la démocratie, ce pourquoi la France existe, et la France se bat, parce qu'on a des valeurs, liberté, égalité, fraternité, tout ça, ça sort de même moule, de même état d'esprit. C'est cet état d'esprit de la volonté du peuple. Et très bien. Qu'un groupe de personnes, de 9 personnes, puisse décider du jour au lendemain de mettre au panier une loi qui a été travaillée de la base, c'est-à-dire qu'elle part non pas seulement de la communauté arménienne, mais de l'ensemble des communautés qui ont subi un génocide, qui sont allés expliquer la situation à leurs propres députés, à leurs propres sénateurs, à leurs propres élus de quartier, et qui est remonté à l'Assemblée nationale et au Sénat pour arriver à un vote très largement majoritaire, et une poignée de personnes disent à un moment donné non. Donc pour éviter cela, il faut revenir à ce qui était l'origine, c'est-à-dire la fonction du Conseil constitutionnel, et en particulier la possibilité de 60 députés ou sénateurs, 30 députés, 30 sénateurs, ça fait l'affaire aussi, de remettre en question une volonté largement majoritaire et démocratiquement décidée. Très bien. Ça me semble être un principe qui va à l'encontre de la démocratie, de l'esprit de la Constitution et de la volonté de nos élus politiques et de la présidence aux sénateurs ou aux députés de faire des choses qui vont dans le sens de la construction d'un état de droit. Très bien. Aujourd'hui, on transgresse cet état de droit en nous imposant la dictature d'un Conseil constitutionnel. Voilà, je crois ne peux pas appeler ça autrement. Le message est bien passé, mon cher Simon. Je rappelle que vous êtes le président du CCF Sud. Nous aurons tout à l'heure Arat Touragnan aussi, le président du CCF au plan national. Garov Sepian, qui est avec moi en studio, va intervenir aussi dans quelques instants. Roland Blum, adjoint au maire de Marseille, très proche également de la communauté arménienne, nous donnera aussi sa réaction. Et nous avons actuellement aussi en duplex le député des Bouches-du-Rhône, Henri Gibrayel. Henri Gibrayel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel ne prend pas la responsabilité morale et politique d'exposer de nombreux citoyens français, et notamment ceux d'origine arménienne, à l'agression en toute impunité du négationnisme d'État de la Turquie, Henri Gibrayel ? Oui, tout à fait. Voilà 3 fois sur ces 10 dernières années que nous tentons de faire passer cette loi au Parlement et au Sénat pour faire en sorte que les négationnistes et les révisionnistes soient pénalisés. Cette fois, nous avions cru bon que la loi allait être affirmée, et là, le Conseil constitutionnel l'a rétoqué en évoquant le simple problème, c'est du fait que le génocide des Arméniens de 1915 n'est pas passé devant une juridiction internationale. Ça rend caduque cette demande, cette volonté. Donc, ça, on le condamne fortement. Je suis très en colère de la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'il n'en demeure pas moins que les petits-enfants, les enfants, tous les descendants de ces victimes du génocide de 1915 attendent beaucoup de cette loi pour avoir justice et réparation. Il y a des pays comme la France qui ont reconnu le génocide, beaucoup de pays au monde ne le reconnaissent pas, notamment l'État négationniste d'Erdogan, l'État turc ne reconnaît pas le génocide, et qu'aujourd'hui en France, dans cette belle démocratie, des parlementaires, hommes et femmes, sénateurs et députés se sont battus pour faire en sorte que cette loi soit appliquée dans le Parlement, et le Conseil constitutionnel la remet en cause. C'est la 3e fois que le Conseil constitutionnel remet en cause cette loi. Ça pénalise, ça rend malheureux ces populations, nos compatriotes d'origine arménienne, ceux qui se battent, toutes les organisations arméniennes dans le monde et en France, se battent pour que cette loi soit mise en application. Hélas, on a fait le triste constat le 26 janvier
et la loi est tombée parce que le Conseil constitutionnel considérait qu'elle n'était pas juridiquement et législativement et constitutionnellement apte à être maintenue. Oui, mais alors on peut penser en substance que les sages ont pensé que pénaliser le négationnisme constituait en fait une atteinte à la liberté d'expression. C'est-à-dire dans la mesure où ça n'a pas été condamné, ils considèrent que M. Lambda, le citoyen Lambda, ne peut pas être pénalisé parce qu'il conteste le génocide. Donc on va trop loin là dans l'analyse. Il y a eu génocide, il y a eu 1,5 million de morts, de massacrés par l'État turc de l'époque, et c'est tout à fait normal que la négation et la révision du génocide arménien, le premier génocide du XXe siècle, ne soit pas reconnu. Il y va de la responsabilité de l'institution du Conseil constitutionnel. Il aurait fallu qu'il prenne en considération la souffrance de ceux qui attendent réparation. Merci Henri Gibrayel d'être intervenu dans cette émission. À très bientôt. À très bientôt. Nous avons maintenant Roland Blum, adjoint au maire de Marseille, aux finances et au budget. Roland Blum qui est très proche de la communauté arménienne, qui s'est battu aux côtés de la communauté arménienne de Marseille. Roland Blum, bonjour. Bonjour. Alors Roland Blum, c'était la dernière loi importante du quinquennat de François Hollande, souvent qualifiée de loi balai, tant elle avait agrégé nombre de mesures qui n'avaient pu trouver leur place dans d'autres textes législatifs. Alors que pensez, quelle est votre réaction par rapport à cette censure du Conseil constitutionnel ? Écoutez, moi je suis vraiment, comme vous l'imaginez, tout à fait désolé de cette situation. On se finit par se demander si on arrivera un jour à obtenir satisfaction. Eh oui. Nous avions le Conseil constitutionnel échoué avec Jean-Louis Debré. Voilà, maintenant c'est Fabius qui préside ce Conseil et nous n'obtenons pas un résultat meilleur. Et en plus, ce qui me surprend et me désole, c'est que cette fois-ci, c'est le Conseil constitutionnel qui s'est autosaisi. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a pris la décision d'examiner la constitutionnalité de la loi et donc d'en arriver à la conclusion qu'elle devait être censurée. Or, ce que je constate, c'est qu'on est toujours sur les vieux thèmes, c'est-à-dire celui qu'avait défendu il y a déjà maintenant plusieurs années Robert Badinter avec le fait qu'on ne qualifie pas l'histoire, qu'on ne veuille pas aussi s'attaquer, soi-disant, à la liberté d'expression, et puis surtout ce qui n'est pas admissible, j'avais eu l'occasion, en s'entendre le dire, à l'Assemblée nationale lorsque j'étais intervenu sur la première loi sur le négationnisme, contre le négationnisme bien sûr, c'était qu'on fasse deux catégories de génocide. On ne peut pas avoir d'un côté le génocide juif qui soit, lui, dans la négation et peut-être sanctionné, et les autres génocides, dont le génocide arménien, qui est incontestablement le premier génocide du XXe siècle, lui ne le soit pas. Donc je crois que il faut continuer. Je crois qu'on a mis du temps pour arriver à la reconnaissance du génocide arménien par l'Assemblée nationale, il a fallu du temps. Là, je crois qu'il faudra du temps, il faudra y revenir. Mais ce que je trouve dommage, c'est que cette fois-ci, on a voulu étendre la notion de génocide pour pas tomber dans le piège de la dernière fois pour uniquement le génocide arménien, mais je vois que les résultats ne sont pas, hélas meilleurs. Et ce qui est désolant, effectivement, je le redis, c'est l'autosaisine du Conseil. On leur demandait rien aux juges. Ils avaient qu'à laisser passer cette loi. Il y a vraiment une volonté de nuire à la communauté arménienne, et ça, c'est pas acceptable. Alors les gardiens de la Constitution considèrent en fait que cet article de loi porte une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? Moi, je pense que c'est une fumisterie. Moi, je n'utilise pas la langue de bois. C'est une fumisterie, leur position. Je ne vois pas pourquoi on porterait atteinte à la liberté d'expression. Quand on critique le génocide juif, on porte atteinte à la liberté d'expression. Et si maintenant on nie celui de l'Arménie, on est condamné. Donc là, on porterait atteinte à la liberté d'expression. Tout ça n'a pas de sens. C'est une volonté de vouloir donner à la notion de génocide un aspect extrêmement restrictif. C'est pas acceptable.
je crois que il faut revenir sur ce qui avait été décidé, c'est-à-dire une condamnation pénale et ne pas se contenter de ce que nous disent les juristes. Vous avez qu'à vous retourner vers le civil. Mille merci Roland Blum d'être intervenu dans le Club Ararat TV. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Garov Sepsian, alors on trouve aujourd'hui en France et en Europe des dizaines de sites francophones et des centaines de sites anglophones niant le génocide des Arméniens. Conséquence de cette fanatisation haineuse, la population d'origine turque résidente en Europe, qu'il s'agisse de citoyens turcs ou de personnes naturalisées, est profondément endoctrinée. Alors cette décision, cette censure du Conseil constitutionnel ne va pas arranger les choses. Non, pas du tout. Cette décision donc du Conseil constitutionnel qui s'est autosaisi, on ne lui a rien demandé. Oui, en Il plus, s'est autosaisi. Moi, je dis que c'est une décision qui est scandaleuse. C'est une décision qui est indigne, notamment indigne de la France, pays des droits de l'homme, pays des libertés, pays des solidarités. Et en même temps, je dirais que, bien sûr que la communauté arménienne est en colère et furieuse de cette décision, mais en même temps, j'ajouterais que pour moi, c'est aussi une décision politique. Parce que par cette décision, on veut épargner la Turquie. Or, la Turquie, aujourd'hui, c'est un pays qui est dans un cercle vicieux, à la fois de l'arbitraire, des répressions et des attentats, et en guerre. Aujourd'hui, la Turquie, tous les jours, fait un pas en arrière en ce qui concerne les valeurs universelles de paix et de démocratie, avec la montée du fanatisme religieux, avec la montée du nationalisme. Et on dit aujourd'hui que la Turquie est un pays qui est devenu une grande prison des journalistes, donc de la liberté d'expression, qui est muselée. Et c'est pas moi qui le dis, c'était dans un journal turc du 2 janvier dernier, le Hurriyet News Daily, qui disait que la Turquie était une grande prison pour les journalistes du monde. Et la Turquie continue toujours à nier la vérité de son histoire. Donc c'est scandaleux et ce n'est pas admissible. Mais néanmoins, il a été dit ici par plusieurs intervenants, néanmoins, cette loi, même si le Conseil constitutionnel, sous la présidence de Jean-Louis Debré, on n'oublie pas également 2006. Oui. Il ne faut pas oublier 2006, quand Jean-Louis Debré a clos la séance à l'Assemblée nationale, alors qu'on devait donc parler de la pénalisation du génocide. Et nous étions, je crois, au mois d'avril ou au mois de mai, qu'il fallait reporter au mois d'octobre. Donc, c'est un habitué. Même chose pour Laurent Fabius, qui aujourd'hui, personne ne lui avait demandé de voir cet alinéa d'un article. Mais les faits sont là. Mais malgré ça, il a été dit ici, par les différents intervenants, que le Parlement français, qui est composé des sénateurs et des députés, c'est-à-dire la représentation nationale, a voté à deux reprises la pénalisation du génocide arménien. Il ne faut pas oublier que le président de la République française a été l'un des 4 présidents qui se sont rendus le 24 avril 2015, pour le centenaire du génocide, à Yerevan, devant le mémorial du génocide. Bien, tout ça, c'est aussi le fruit d'un travail qui a été fait pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui a été porté d'abord par les premières générations, puis ensuite relayé par tout ce qui est la cause arménienne, et que l'on continue aujourd'hui, et que l'Allemagne reconnaît sa co-responsabilité, et en même temps, le Vatican aussi, et le pape aussi l'a annoncé. Bon, tout ça, ce sont, pour nous, je dirais, des victoires. Certes, si cette pénalisation est votée, donc la loi française qui a reconnu le génocide arménien, donc en 2001, serait complétée. Donc c'est ce que nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à être revendicatifs, à être vigilants, afin que, une fois pour toutes, que l'on arrivera. Certes, il y a des élections. Il y a des élections dans 3 ou 4 mois. Oui. Il y a des candidats. Je suis sûr, l'expérience le montre, le passé le montre, que ces candidats vont prendre position favorablement à la cause arménienne ou pour ce vote de pénalisation. Mais ensuite, entre la parole du candidat
et les actes du président, eh bien, il y a tout un monde. Et c'est là que nous devons être revendicatifs, vigilants, présents sur le terrain, et être extrêmement présents et en même temps pressants. Alors justement, Garot, nous avons l'un des grands défenseurs de la cause arménienne en France, monsieur Ara Toranian, je crois qu'il est au bout du fil. Ara Toranian, bonjour. Bonjour. Bonjour Ara. Alors Ara, je rappelle que vous êtes président du CCF national, que vous êtes également le directeur de publication des Nouvelles d'Arménie, qui informe régulièrement tous les Arméniens de France et d'ailleurs de ce qui se passe au niveau justement de la cause arménienne. Alors il y a une échéance aussi, c'est le fameux dîner du CCF qui va se dérouler prochainement, dont l'invité d'honneur sera François Hollande. Alors on se souvient que François Hollande avait déclaré, mon cher Ara, je crois que l'année dernière à ce même dîner du CCF, il avait dit: j'ai confié pour mission à l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, Jean-Paul Costa, de relancer la réflexion sur une loi qui punirait la négation du génocide arménien. Il avait demandé à l'un de nos plus grands juristes de chercher dans notre droit quelle voie solide, incontestable, permettrait enfin de protéger la mémoire du génocide arménien. Et encore une fois, que penser, cher Ara, de cette censure du Conseil constitutionnel, et à qui cette année François Hollande pourrait-il demander de se pencher sur cette question? Ça va durer combien de temps encore? Bon, premièrement, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire l'interlocuteur précédent, Garot-Seppian, bien entendu. Je partage. Bon, on est dans une situation aujourd'hui où on a une contradiction très forte entre la volonté démocratique exprimée par la représentation nationale par deux fois, comme l'a dit Garot, et puis la décision lapidaire, brutale, sans appel, que nous impose le Conseil constitutionnel, qui se comporte dans cette affaire comme une troisième chambre. Je crois qu'en plus, le fondement juridique, je ne crois pas, c'est ce que nous disent en tout cas les experts, est extrêmement faible. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus une affaire de droit, c'est vraiment une affaire de bataille politique, parce que ce qui a pris la décision prise par le Conseil constitutionnel, c'est une décision politique habillée juridiquement. Alors maintenant, il faut qu'on essaye de réfléchir tous ensemble, y compris avec nos experts et avec nos amis politiques, pour voir ce qui, dans la Constitution, rend possible un tel déni de justice. À savoir que le négationnisme est considéré comme un délit dans le cadre du génocide de la Deuxième Guerre mondiale, et d'un seul coup n'est plus considéré comme un délit dans le cadre du génocide de la Première Guerre mondiale. C'est comme si on nous disait que, par exemple, le racisme serait un délit pour telle couleur de peau et pas en ce qui concernait telle autre couleur de peau. Et tout ce qu'on nous invoque comme argument pour répondre à ça, du point de vue juridique, ne tient pas la route, ne répond pas à l'interrogation profonde, éthique, morale, de justice élémentaire que soulève cette question. Donc on est véritablement en face d'un scandale. Toute la communauté arménienne est évidemment furieuse, mais pas seulement, parce que au-delà de la communauté arménienne, c'est vraiment une affaire qui touche l'ensemble de nos concitoyens et d'une manière générale l'humanité, parce que c'est un crime contre l'humanité dont il est question, et le traitement des crimes contre l'humanité engage l'avenir de l'humanité. Alors Ara, qu'est-ce que vous allez dire dans quelques jours au président de la République lorsque vous l'accueillerez à l'hôtel des collectionneurs à Paris? Bon, premièrement, moi je ne suis pas militant du Parti socialiste. Oui. Je n'ai jamais fait campagne pour le Parti socialiste, donc je suis très libre et dégagé sur cette question-là par rapport au président de la République. Mais je crois très sincèrement que quelle que soit notre colère, il ne faut pas se tromper de cible. François Hollande s'était effectivement engagé dans ce combat-là. Il a été à nos côtés. Il a fait son maximum pour que, après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les affaires Perrin-Sec, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Donc il a fallu purger tout ce passif. Une fois que ce passif a été purgé, il a embrayé immédiatement pour qu'on arrive à cette loi qui correspondait à une promesse de campagne. Et je crois qu'il aurait eu tout à gagner lui-même à ce que cette loi qui a été votée, que sa majorité présidentielle a votée, et à l'Assemblée nationale et au Sénat,
aboutisse. Ça aurait été une victoire pour lui, et je crois que pour cet aspect-là du texte d'égalité et citoyenneté, comme pour d'autres aspects, l'ascension du Conseil constitutionnel constitue également pour lui un échec. Donc la cible, c'est effectivement le Conseil constitutionnel en tant que organe suprême qui rend des décisions comme ça d'une manière un peu arbitraire, sans qu'on puisse faire appel et sans qu'il ait besoin de se justifier. Dans une société démocratique comme la nôtre, ça pose quand même question, et pas seulement aux Arméniens, à toute une série de démocrates. Donc il faut réfléchir à ce qui, dans notre République, dans notre 5e République, peut être à ce point générateur de tels dénis de droit, de telles injustices. Parfait. Merci en tous les cas, Arat Oranian, d'être intervenu dans le Club Ararat TV. Merci à vous. À très bientôt. Et bon courage. Oui, bon courage à vous également. Garov Sepian, une conclusion pour terminer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette censure du Conseil constitutionnel ? Les Arméniens vont devoir encore attendre, je crois, un bon bout de temps avant que les choses aboutissent au niveau, dans ce pays, d'une pénalisation, du négationnisme. De toute façon, bien sûr, la déception est grande. Mais il ne faut pas rester sur une déception. On a un combat. C'est un combat de tous les jours. La cause arménienne, c'est un combat depuis des décennies. Et le fait de reconnaître ce génocide par l'auteur du génocide, la Turquie d'aujourd'hui, qui, elle, n'est pas le responsable, n'est pas le coupable, mais qui doit assumer la continuité de son histoire. Bien, ce travail-là, il faudra le continuer incessamment. Il faut sans cesser de revendiquer. Ensuite, il y a bien sûr le travail qui est fait sur le terrain. Il y a le travail qui est fait, un travail d'approche avec des élus, avec des responsables, avec des présidents, des personnes donc, qui ont notoriété sur la voie publique ou en politique. Mais à côté de ça, ce Conseil constitutionnel ne peut pas se permettre arbitrairement, comme il a été très bien dit ici, arbitrairement, s'autosaisir d'un texte, d'un alinéa dans un texte, et dire que ça ne correspond pas à une réalité, c'est-à-dire à qu'il n'y a pas eu de juridiction internationale qui a qualifié les génocides. Mais alors, que vaut cette abondante littérature qui existe aujourd'hui sur le génocide ? Que vaut alors cette montagne de livres ? Que valent alors les rapports des différents représentants diplomatiques qui étaient donc dans l'Empire ottoman entre 1895 et 1915-1920. Il y a donc des montagnes de documents qui attestent qu'il y a génocide. Il ne peut pas avoir... visiblement, Laurent Fabius ne les a pas lus, ces documents. Il ne peut pas avoir les sages non plus. Deux poids et deux mesures. On ne peut pas dire que tout ce qui était dans la Seconde Guerre mondiale, c'est Roland Blum qui l'a dit, c'est considéré comme génocide, et ce qui a été fait avant, non. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Il faut une égalité, et pour cela, il faut continuer à le dire, à le redire, à se battre. Les Arméniens ont mis beaucoup de temps également à refaire leur pays, leur destin, etc., etc., eh bien, il faudra continuer ce combat, parce que ce combat, nous le gagnerons un jour ou l'autre. Mais le fondement du combat sera terminé lorsque l'auteur de ce génocide aura reconnu son crime, c'est-à-dire la Turquie. La Turquie. Lorsque la Turquie l'aura reconnu, bien, ça sera peut-être le point final d'une revendication, mais ensuite, la lutte continue. Mille merci Garo, en tous les cas, d'être venu ici, de nous avoir rejoints dans les studios de RCF, Dialogue RCF. Voilà, le combat continue, ce sera un peu la conclusion de cette émission. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. Le Club Ararat TV de Richard Fandikian.